Alors, qui se cache derrière cette filière aux ramifications multiples? Qui fabrique ces faux permis, quasiment indétectables? Les enquêteurs entendent bien obtenir des réponses à toutes ces questions. Et cette affaire de faux permis a commencé par hasard, il y a tout juste un an, au sein de la brigade de recherche de Cherbourg. À l'époque, Patrick, un adjudant de 44 ans, surveille un hors-la-loi. Donc ça, c'est le dossier initial. Un malfrat, soupçonné de commettre des vols de voitures dans la région. On va à la gare de Cherbourg, c'est le départ de notre affaire. On a fait une surveillance et il y a un élément qui nous a surpris, quoi. Ce jour-là, Patrick et ses collègues sont en planque, ici, sur le parking de la gare. Les enquêteurs surveillent leur cible à l'arrêt dans un véhicule. Tout à coup, le hors-la-loi que nous appellerons Boris est rejoint par un autre homme, un inconnu, à bord d'une voiture blanche. Le premier véhicule était stationné là, et le second véhicule est arrivé de là. Ça a duré 2 secondes, les vitres se sont baissées, mes collègues ont vu qu'il y a eu un échange par le biais de la portière, et puis 30 secondes après, les 2 véhicules étaient partis, quoi. Les enquêteurs sont surpris, car ils n'ont jamais vu le deuxième homme qui vient d'échanger une enveloppe avec le fameux Boris. Ça s'est fait rapidement, comme on dit dans le jargon, à l'arrache. Si on avait une transaction, je vais dire, lambda, ça serait fait dans un café, autour d'un verre, une discussion. Que là, vu le comportement, on s'est bien douté qu'il y avait quelque chose qui n'était pas franchement légal. Que se sont échangés les 2 hommes? De la drogue? Le plan d'une maison à cambrioler? Des faux papiers? Pour l'instant, les enquêteurs n'en ont aucune idée. Mais si l'échange n'a duré que quelques instants, ces précieuses secondes ont permis à Patrick de noter la plaque d'immatriculation de la voiture du mystérieux inconnu. Alors, le premier réflexe de l'enquêteur va être de rechercher l'identité du propriétaire de ce véhicule. Première chose que je fais, je vais sur donc, le SIV, le système d'immatriculation des véhicules. Ce système répertorie toutes les voitures immatriculées en France. En quelques clics, Patrick obtient rapidement sa réponse. L'information, c'est que on se rend compte que le titulaire s'appelle... Mais ça pourrait correspondre à la personne qui se trouvait dans la voiture. Mais pour le gendarme, les recherches vont s'arrêter là, car l'homme qui a donné l'enveloppe n'a rien à voir avec les vols dont serait responsable Boris. Patrick décide donc de mettre ce dossier de côté. Il ignore encore que quelques semaines plus tard, il va à nouveau entendre parler de cet échange d'enveloppes sur le parking. Sa découverte va le conduire sur la trace d'un réseau international de faussaires. 1 mois plus tard, Patrick a déjà oublié l'histoire de l'enveloppe. Le fameux Boris, lui, a été interpellé et écroué pour vol en bande organisée. Mais les enquêteurs souhaitent le réentendre sur cette affaire de vol de voiture. La particularité, c'est que l'audition s'est déroulée à l'intérieur de la maison d'arrêt. Ce qui est pas, enfin, ça arrive, mais c'est pas commun, quoi. Nous avons retrouvé le PV de cette audition. Et voici ce qu'il raconte. Patrick interroge Boris depuis plusieurs minutes, lorsqu'au détour d'une question, le malfaiteur lui livre une information surprenante. J'ai obtenu un permis de conduire sénégalais authentique. Une version plausible à une condition. Boris a dû passer son permis de conduire au Sénégal avec le statut de résident, ce qui lui permet en effet de conduire en France pendant 1 an avant de régulariser sa situation en préfecture. Seulement voilà, pour l'enquêteur, tout cela ne tient pas. Oui, ça nous surprend un peu. Surtout qu'on sait qu'à la période où il a passé le permis, il est incarcéré, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué, l'histoire. On a poussé le vice jusqu'à aller vérifier, pas son emploi du temps, mais s'il n'avait pas eu des permissions de sortie. Non, pas de permission de sortie, monsieur était à la maison d'arrêt. Boris a donc menti. Il n'a jamais passé son permis en Afrique. En fait, l'enveloppe aperçue par Patrick sur le parking de la gare, quelques semaines plus tôt, contenait, selon Boris, tout simplement son faux permis. Je suis passé par l'intermédiaire d'un Sénégalais à qui j'ai versé la somme de 800 €. Boris espérait donc pouvoir conduire moto et poids lourd
en déboursant seulement 800 €, au lieu des 4000 € nécessaires pour passer les 2 examens en France. Au final, l'homme roulait donc sans permis. Sans permis, c'est la fête, quoi. Un poids lourd, une moto, là, ça devient un peu inquiétant quand même, l'histoire. Pour des gens qui n'ont jamais touché un guidon d'une moto ou le volant d'une voiture. Après 2 heures d'interrogatoire, Patrick finit même par obtenir le nom de celui qui a vendu à Boris ce faux permis. Un nom qu'il connaît déjà, puisqu'il correspond au propriétaire de la 2e voiture aperçue sur le parking. L'audition terminée, l'enquêteur s'empresse de récupérer le faux document au domicile du suspect. On touche le premier élément matériel de preuve. Physiquement, on récupère le permis de conduire. Donc on n'est plus dans des histoires. Un tel raconte que, l'autre dit que. Non, là, on l'a, le permis. Physiquement, on l'a. C'est un élément matériel de preuve, l'enquête démarre. Un délinquant qui accuse, un faux permis de conduire dans ses mains. Désormais, le gendarme n'a plus qu'une idée en tête. Retrouver le vendeur, un homme que nous appellerons Youssouf. Quelques jours après la découverte de l'enquêteur, un juge d'instruction est saisi du dossier. L'affaire est sensible car d'autres faux permis circuleraient en toute impunité dans la région de Cherbourg. Désormais, Patrick doit remonter la piste du trafiquant présumé et de ses complices potentiels. Une longue traque commence alors pour l'enquêteur. Un travail de plusieurs mois. Habitude, fréquentation, mode de vie. Le gendarme ne doit rien laisser au hasard. Patrick retient déjà un premier élément. L'homme est inconnu des services de police. Alors, afin de cerner le profil de cet individu suspecté de vendre des faux permis, l'enquêteur explore tous les fichiers mis à sa disposition. Banque de données de la gendarmerie, Facebook, caisse d'allocation familiale, tout y passe. Par le biais de la CAF, on apprend qu'il est marié, qu'il a 3 enfants et qu'il perçoit des prestations sociales. Youssouf serait donc père de famille. Et ce n'est pas vraiment ce à quoi Patrick s'attendait. En tout cas, grâce à ses premières recherches, il peut enfin mettre un visage sur cet inconnu. Ouais, j'ai sa photo. Un homme d'une trentaine d'années, qu'il avait aperçu de loin lors de la transaction sur le parking de la gare. Mais plus l'enquêteur fouille dans la vie de Youssouf, plus cet homme soupçonné de trafic affiche le visage tranquille d'un bon père de famille. Installé en France depuis longtemps, il aurait même obtenu la nationalité française il y a 8 ans. Son métier ? Vendeur ambulant sur les marchés. L'homme paierait ses impôts comme tout citoyen ordinaire. Mais est-ce la vérité du personnage ou une simple couverture? Patrick est bien décidé à le savoir. Alors pour ce faire, il va remuer ciel et terre et employer des moyens colossaux. Après avoir obtenu l'accord du juge, l'enquêteur va placer Youssouf sur écoute, 24 heures sur 24. Car si cet homme est bien vendeur de faux permis, il se pourrait qu'il repasse à l'action dans les prochaines semaines. Alors, le gendarme va espionner toutes ces conversations téléphoniques. On a dû passer entre 2 et 4 heures par jour sur la station d'écoute à écouter l'ensemble des communications. Pendant 2 mois, Patrick va écouter, enregistrer tous les appels entrants et sortants du portable de Youssouf. Au total, plus de 2500 communications. Un travail de titan. Et là encore, l'homme va apparaître comme un citoyen modèle, plus préoccupé par ses enfants que par un quelconque trafic. D'accord, là je suis arrivé à ce là parce que je suis à Maître-Mont, je vais y descendre directement là. Non, tu passes chez moi et les enfants ils vont te donner 60 € parce qu'il faut compléter. Si ces conversations peuvent paraître anodines, elles permettent aux gendarmes de se familiariser avec sa cible. On apprend à le connaître, on apprend à connaître mieux sa diction, savoir que quelquefois il peut être au téléphone mis en une position peu enviable et on voit un petit peu comment il peut réagir. Car Patrick en est persuadé. Youssouf serait bel et bien impliqué dans un trafic de faux permis. Il serait peut-être même au cœur d'un réseau d'origine sénégalaise. Alors, pour en savoir plus, il va lui falloir aller au contact, quitte à prendre des risques. Prochaine étape, surveiller le domicile de cet homme qui, vous allez le voir,
n'a pas fini d'intriguer les enquêteurs. Une semaine plus tard, Patrick obtient du renfort. Voici Philippe, 47 ans, un enquêteur spécialiste des faux documents de la police de l'air et des frontières. Salut Patrick. Salut Philippe. Désormais, la gendarmerie et la police travaillent ensemble sur cette affaire. Aujourd'hui, les deux hommes se retrouvent pour effectuer un repérage méticuleux autour du domicile de Youssouf. Cet homme, apparemment sans histoire, est pourtant suspecté d'être un vendeur de faux permis. Youssouf réside dans cette barre d'immeubles. Alors pour ne pas éveiller les soupçons, les enquêteurs décident de se poster un peu en retrait sur un parking qui offre une vue plus dégagée sur l'appartement ciblé. Lui, ça serait du dessus. Patrick et Philippe savent déjà qu'ils ne pourront pas rester ici très longtemps. Si on est là à observer un endroit précis, ça peut aussi inquiéter d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec l'affaire et qui peuvent très bien appeler le service de police. C'est le genre de choses qui peut arriver aussi. Hein. Donc voilà, il faut penser qu'on n'est pas tout seul. Tandis que Patrick reste en appui dans la voiture, Philippe, lui, part en repérage. Son objectif, vérifier que le nom de Youssouf figure bien sur une des boîtes aux lettres. Et surtout, quadriller la zone. L'enquêteur va inspecter toutes les entrées et sorties de l'immeuble. Accès cave, porte de derrière, fenêtre sur cour. Toutes ces informations sont essentielles pour pouvoir mettre en place un dispositif de surveillance efficace. Une demi-heure plus tard, Philippe retourne à la voiture. Bon, T'as le sourire. ils sont là, c'est bien ça. Eux, ils seraient là. D'accord. Là où il y a les vélos de gamins. Ok. Peut-être que deux portes pas reliées, de toute façon. Youssouf habite bien dans cet immeuble avec le reste de sa famille. Et le repérage de Philippe permet aux enquêteurs de savoir exactement où se poster pour leur prochaine surveillance. Donc c'est cette entrée-là. Et à l'arrière, c'est fait comme ça, tu vois. C'est que des garages. Alors, les enquêteurs décident de lever le camp. Direction, la brigade. Car Patrick a besoin de moyens supplémentaires s'il veut découvrir l'emploi du temps de Youssouf et ses fréquentations. Alors, il va devoir convaincre son chef, le commandant de la brigade, de mettre en place un dispositif exceptionnel. Salut Philippe, on s'est salut revu Patrick. ce matin. Ouais, Ça va c'est ce matin. Aujourd'hui, on est descendu sur l'objectif principal. Bon. Mais on sera obligé de refaire une surveillance, je pense, assez rapidement. Donc c'est pour ça que je voulais le voir, concernant entre autres le sous-marin. Un sous-marin, dans le jargon policier, c'est un véhicule banalisé aux vitres sans teint qui permet de voir sans être vu. Ce serait nickel pour se positionner en face. Je voudrais faire une surveillance de jour là-bas pour savoir qui c'est qu'il y a là-dedans, quoi. Ouais. Patrick obtient le feu vert de sa hiérarchie. Avec ce véhicule spécial, il espère faire enfin avancer son enquête. Car si Youssouf a bien été dénoncé par un malfaiteur comme étant un vendeur de faux permis, le gendarme a contre lui peu d'éléments. La surveillance s'annonce donc décisive. 5 h du matin, le lendemain. À la brigade de recherche de Cherbourg, Patrick et son collègue David se préparent pour une très longue journée. La mission des gendarmes, surveiller le domicile de Youssouf, l'homme soupçonné d'avoir vendu un faux permis à un malfaiteur. Car après 8 semaines d'écoute, cet homme apparaît comme un tranquille père de famille. Alors, Patrick compte bien découvrir qui se cache derrière ce profil très banal. Il est prêt à passer de longues heures dans un espace confiné, le sous-marin. Par chance, le gendarme vient de dénicher l'emplacement idéal, à quelques centaines de mètres seulement de l'entrée du bâtiment du suspect. Une fois la porte fermée, la planque peut enfin commencer. Cachés dans leur véhicule banalisé, les gendarmes sortent leur meilleur atout. Une paire de jumelles au zoom surpuissant, elle permet de voir distinctement le visage d'un homme à plus de 500 mètres. Voilà, écoute, je suis juste en face de la porte. Alors, s'il y a quelqu'un qui sort, c'est comme si je lui disais bonjour, quoi. Les minutes passent. Le jour se lève sur la barre d'immeuble. Les habitants partent travailler les uns après les autres, mais toujours aucune trace de Youssouf. Alors, en attendant, Patrick photographie chaque personne qui entre ou sort de l'immeuble du trafiquant supposé.
Quand on peut, c'est de se mettre un maximum, ce qu'on appelle au cul des gens. Comme ça, on voit leur façon de vivre. Et on attend des fois, ça c'est déjà vu, hein, on attend 24 heures, 48 heures. Une longue attente épuisante. Les gendarmes ne doivent pas relâcher leur attention, car au bout de ces heures de surveillance, il y a peut-être la découverte d'un réseau de trafiquants de faux permis. Les gendarmes rongent leurs freins, jusqu'au moment où c'est finalement une tête bien connue qui fait son apparition. C'est ça? Ouais, ça a l'air d'être lui. Ah bah voilà! Youssouf s'apprête à quitter son domicile, avec femme et enfants. Patrick ne perd pas une miette du spectacle. Il y a des lunettes, je vois pas s'il y a de barbichette, mais bon, pour moi ça colle. Hop, ça bouge, ça s'en va. Ouais, c'est bon. T'es par là. Méfie-toi. Tiens, voilà. Tu peux fixer la plaque ou pas? Non. L'appartement de Youssouf serait donc désormais vide. Reste maintenant à savoir s'il n'héberge pas quelqu'un d'autre. Ce qui serait peut-être bien, je sais pas ce que t'en penses, David, c'est qu'après tu fasses peut-être un petit coup de sonde. Je vais même aller sonner à la porte, très cher. En faisant cela, David sait qu'il prend d'énormes risques. Mais c'est peut-être le prix à payer pour obtenir des informations sur leurs trafiquants supposés. Le gendarme monte dans les étages et s'arrête au deuxième pour sonner. À la porte du suspect. David patiente quelques secondes et réessaye à nouveau. Mais personne ne répond. Alors, il retourne au sous-marin. Il n'y a plus personne. Plus personne? Ouais. Pendant plusieurs heures, les enquêteurs attendront le retour de Youssouf. En vain. Une fois encore, ce trafiquant supposé leur a donné l'image d'un homme sans histoire, en conduisant ce matin ses enfants à l'école. Mais Patrick, lui, reste persuadé qu'il est impliqué dans un réseau, et ce, à cause du témoignage d'un malfrat qu'il a clairement identifié comme un vendeur de faux permis. On va acter tout ça. Alors, pour mettre un terme à ce trafic, Patrick va alerter toutes les préfectures pour qu'elles surveillent chaque permis sénégalais qui arrive dans leur service. Et il ne va pas tarder à s'apercevoir que d'autres faux se répandent dans toute la région. À la préfecture de Saint-Lô, dans la Manche, plusieurs permis étrangers sont déposés chaque jour pour être échangés contre des permis de conduire français, et notamment des permis sénégalais. Car il existe un accord entre la France et le Sénégal qui permet aux ressortissants africains, lors de leur première année de résidence ici, de remplacer leur permis d'origine par un vrai permis français. Depuis que l'alerte a été donnée par Patrick, tous les permis sénégalais sont observés à la loupe. Et ce matin, l'enquêteur a un rendez-vous de la plus haute importance à la préfecture. Bonjour. Bonjour. Ce haut fonctionnaire au costume noir est celui qui valide les échanges de permis. Or, il y a quelques jours, une femme d'origine africaine lui a présenté un permis sénégalais, et pour ce spécialiste, c'est un faux. Exactement, j'ai un permis à vous soumettre. Sur des permis comme ça, cartonnés, non sécurisés, c'est pas franchement évident. C'est pour ça qu'on sollicite souvent les services de la police aux frontières pour nous assister dans l'analyse des permis. Une analyse qui aura lieu sur place, dans une pièce juste à côté. Si ce matin Patrick est présent en tant que directeur d'enquête, ce sont avant tout ses collègues de la police de l'air et des frontières qui vont œuvrer. Car si la tâche principale de ces policiers consiste à contrôler les personnes qui entrent ou sortent de notre territoire, ils assurent aussi un grand nombre de missions, comme la lutte contre la fraude documentaire. Bon, on va regarder le document. À 39 ans, Jean-Marc est un expert spécialisé dans l'authentification de documents administratifs, français ou étrangers. On va d'abord regarder si le papier utilisé pour la fabrication du document correspond à celui usité par le pays émetteur. Donc en l'occurrence, le papier correspond bien à celui utilisé. De son côté, la préfecture de la Manche a demandé aux autorités sénégalaises de fournir l'attestation d'authenticité de ce permis. Un papier qu'ils ont pu obtenir
grâce au numéro d'identification inscrit sur le permis. Mais pour Jean-Marc, il y a quelque chose qui cloche. Au niveau de la date de délivrance du document, on voit que le fond d'impression du document est fortement altéré. Grâce à cette loupe, équipée d'une lumière spéciale, Jean-Marc va observer chaque lettre, chaque chiffre, pour tenter de déceler la moindre trace de modification. Une recherche qui va rapidement porter ses fruits. Ah, une chose intéressante, on peut s'apercevoir qu'il y a quelques problèmes au niveau des mentions qui ont été grattées. Le grattage, une technique bien connue des faussaires pour faire disparaître des noms et des dates et en faire réapparaître de nouveau. En se référant à l'attestation d'authenticité, l'expertise de Jean-Marc va s'avérer être la bonne. Là, on voit de toute façon sa trace au niveau du là, le grattage, à ce niveau-là, au niveau du 1. Avec ce lecteur optique, capable de grossir jusqu'à 50 fois le plus infime des détails, vous allez voir que la vraie date de délivrance du permis, le 14 mai 2012, ici à droite, s'est métamorphosée en 3 février 2011, ici à gauche. Là, on voit vraiment qu'il y a eu un grattage au niveau de la numérotation. On a la barre du 4, à ce niveau-là. Là, ça a été fortement altéré, mais là, il reste encore des anciennes traces de la numérotation. À ce niveau-là aussi. Là, ça a été repris, même un morceau du 5 qui a été repris sur le 2, à ce niveau-là. Conclusion, document falsifié. Ouais. Parfait. Voilà. Bon, comme ça, tu me remettras ça, donc j'intégrerai ça dans la procédure. Pas de souci. Pour les enquêteurs, l'analyse est terminée. Placé sous scellé, ce faux permis de conduire africain vient s'ajouter à celui remis par Youssouf à un malfaiteur. Du coup, Patrick reprend espoir. Ah ouais, c'est un élément matériel de preuve. Et puis le matériel de preuve est vraiment à charge contre le ou les auteurs présumés, quoi. Là, ça a le mérite d'être clair. Parce que là, c'est difficile de justifier de quoi que ce soit avec ce genre de document, quoi. Cette femme a-t-elle acheté ce faux document auprès de Youssouf ou provient-il d'une autre filière? Ces questions et tant d'autres, Patrick ne cesse de se les poser. Mais il va devoir rapidement trouver des réponses, car le trafic ne semble pas prêt de vouloir s'arrêter. Une semaine plus tard, c'est le collègue de Patrick, Philippe, le chef de la PAF, qui est à son tour mobilisé. Tu vois, ce que je trouve bizarre, moi, c'est que ça, les lignes, là, elles sont en biais par rapport au cadre. Et ça, c'est vraiment surprenant. Un autre permis, suspect, a été détecté par la préfecture de la Manche. Là encore, il est issu du Sénégal. Là encore, il aurait été falsifié. On trouve donc un tampon qui est une imitation du vrai tampon de l'autorité qui signe les permis de conduire. Et il se trouve que c'est pas du tout le même tampon que l'original. Et en approfondissant leurs recherches, voilà ce que les policiers ont découvert en se référant à un authentique permis sénégalais. Outre les différences d'impression et de tampons apposés, l'anomalie la plus visible concerne ces toutes petites croix. Sur un vrai permis ici à gauche, les cases des catégories n'ayant pas été validées doivent en comporter 15 exactement. Mais sur le faux permis, ici à droite, on en dénombre 18. Les enquêteurs aimeraient maintenant découvrir si Youssouf est impliqué. Car une fois encore, l'homme qui a voulu échanger son faux permis africain contre un permis français habite la région. Alors Patrick prend ce nouveau cas très au sérieux. Alors soit on part sur un système entonnoir où là on va avoir quelques petits permis de conduire à traîner par là, ou alors on part sur une usine à gaz où on a moult permis qui circulent sur le territoire national. Parce que si ça se fasse un jour dans la Manche, bien évidemment, forte probabilité que ça se fasse ailleurs. Seul moyen de le savoir, enquêter sur cet homme et cette femme en possession de faux permis sénégalais. Se connaissent-ils? Ont-ils fréquenté Youssouf? C'est ce que Patrick va tenter de découvrir. Déjà, on va vérifier s'ils sont plus ou moins connus des services de police et de gendarmerie. Donc on va aller vérifier l'ensemble des données sur le TAJ. Ce fichier commun répertorie tous les auteurs d'infractions. Si l'homme ou la femme ont commis des délits par le passé, ils devraient apparaître sur cet écran. Là, on n'a rien du tout, elle est inconnue.
Rien à signaler concernant la femme. Alors Patrick renouvelle l'expérience en tapant cette fois le nom de l'homme. Inconnu aussi. Donc c'est des gens qui n'ont aucun antécédent judiciaire. Alors comment croire qu'ils soient impliqués dans une telle affaire? C'est finalement en comparant leurs adresses respectives que Patrick va s'apercevoir d'un détail troublant. Leur lieu de résidence paraît surprenant, puisque ces deux personnes-là habitent à 800 mètres l'une de l'autre. L'homme et la femme au faux permis habitent en fait dans la même ville à une centaine de kilomètres de Cherbourg. Il se pourrait donc qu'ils se connaissent. Patrick compte donc se rendre prochainement sur place avec une seule idée en tête. Trouver de nouveaux éléments sur ce réseau présumé de faussaires qui gangrène la région. 2 jours plus tard, c'est accompagné de Philippe, le chef de la police de l'air et des frontières, que Patrick se rend dans la ville où résident les 2 nouvelles cibles. Un homme et une femme qui ont cherché à échanger en préfecture un faux permis africain contre un vrai permis français. Si les enquêteurs effectuent ce déplacement à 2 heures de Cherbourg, c'est parce qu'ils ont reçu un tuyau sérieux au sein d'une petite gendarmerie. Le chef d'une des brigades locales bénéficierait d'un contact très haut placé qui aurait accès à des informations confidentielles. Bonjour. 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 Jean-Philippe, les maires de Cherbourg. C'est au premier étage de cette brigade que tout va se jouer maintenant. À cet instant, Patrick et Philippe sont bien loin de se douter qu'en seulement quelques minutes, le contact haut placé du chef va leur livrer des informations essentielles. Bon, je pense que c'est la vôtre. Ah. On n'a pas tout à fait la même date de naissance. Et nous, on a le titre de séjour en renouvellement. Le contact du chef vient de mettre la main sur les dossiers administratifs de la femme au faux permis. Impôts, assurance chômage, état civil, aucun détail ne lui échappe. Personne qui a 2 enfants à charge. 2 enfants à charge. Et on a un portable. Ouais. 07. Première information, avec son casier vierge et ses 2 enfants, cette femme n'a pas vraiment le profil d'une faussaire. Mais les enquêteurs vérifient chaque élément. C'est le numéro qu'il te faut? Ouais, juste regarde si c'est de bonne année. Ouais, c'est ça, 97-73, c'est ça. Après une recherche détaillée sur la femme, ils vont maintenant s'intéresser à l'autre suspect, l'homme d'origine africaine. Il est au fichier Pôle emploi. Fichier Pôle emploi. Téléphone 07. Et il est à Pôle emploi depuis combien de temps? Eh ben, apparemment, il a été indemnisé antérieurement, et là, sa dernière inscription, juin 2013. Au fil de la conversation, Patrick va apprendre que cet homme sans attache a déposé un dossier d'allocation chômage il y a seulement quelques jours. Un profil qui correspond à celui de quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent et qui aurait pu donc se procurer un faux, faute de pouvoir passer l'examen. Ok. Eh ben écoute, en te remerciant, cette info-là, on l'avait pas. Bah tant mieux, puisqu'on peut vous merci à vous, service, parce que nous, ça nous fait avancer. Le schmilblick. Alors, pour déterminer le rôle de chacun, Patrick compte désormais sur l'analyse des téléphones des suspects. Mais à travers eux, celui qu'il aimerait atteindre, c'est Youssouf, le trafiquant présumé de ces faux permis. Pour l'instant, les preuves contre lui sont minces, mais les enquêteurs espèrent enfin pouvoir remonter jusqu'à lui. Alors Patrick a la ferme intention d'obtenir une réponse. Et pour y parvenir, cet enquêteur chevronné va tenter un coup de poker. Avec l'accord du juge, il va lancer des interpellations en s'appuyant uniquement sur le témoignage d'un homme, le fameux Boris. Souvenez-vous, c'est ce malfaiteur qui a révélé à Patrick que Youssouf lui avait remis un faux permis sur le parking de la gare de Cherbourg. Le gendarme joue gros, car s'il n'obtient pas d'aveu, c'est une enquête de plus d'1 année qui risque de tomber à l'eau. Le lendemain, c'est le grand jour pour Patrick, l'aboutissement de plusieurs mois d'enquête complexe. Avec ses collègues, le gendarme a préparé les interpellations de ce matin au millimètre près. Aucune erreur ne sera possible, car Youssouf et l'homme au faux permis sénégalais seront arrêtés au même moment à plusieurs kilomètres de distance. 5-6 kilomètres? Ouais. Là, hein. Ouais. C'est vraiment plein centre. Sur décision du juge d'instruction,
Les deux hommes vont être entendus pour les faits de faux et usage de faux. Quant à la femme, elle a finalement été écartée de la liste des suspects compte tenu de son casier et de sa situation familiale. Une fois arrivés sur place, les policiers et les gendarmes se préparent pour l'interpellation. Il est 6 h du matin, l'heure légale pour intervenir. Bonjour monsieur. C'est la police. Oui, bonjour. Bonjour. On se présente, c'est la police et la gendarmerie. Voilà, donc on vient vous présenter une commission rogatoire, une délégation d'un juge d'instruction de Cherbourg. À peine réveillé, Youssouf ne semble pas vraiment comprendre ce qui lui arrive. Ouais. Et puis après, vous allez pouvoir vous habiller tranquillement. Il y a du monde dans l'appartement? Votre épouse est là, des enfants? Des enfants, oui. Ok. Voilà. La commission rogatoire, juge d'instruction de Cherbourg. Des usages de faux documents administratifs et le faux usage de faux. Ah oui? Non? Oui, tout à fait. Donc on va vous laisser vous habiller. Habillez-vous tranquillement déjà. Vous expliquer tout ça tranquillement. Les enquêteurs vont maintenant passer au peigne fin l'appartement de Youssouf, à la recherche du moindre papier, document, dossier qui pourrait leur paraître suspect. Ce genre de choses, au cours d'une perquisition, ça peut paraître surprenant, mais ça m'intéresse. Attestation, justifie cas, une photo, 15 jours. Mais en tout cas, pour obtenir des papiers à l'étranger, il faut des justificatifs de domicile, il faut une photo. On est un peu... bon, il donnera des précisions, je pense. Ça n'a peut-être rien à voir, mais potentiellement, ça reste intéressant, quoi. Ce bout de papier est donc saisi par les enquêteurs. La fouille continue dans le calme, mais visiblement, les choses ne vont pas assez vite pour le suspect. Le temps passe, et il craint de plus en plus que ses enfants se réveillent et le voient entouré de gendarmes. Alors, il commence à hausser le ton. Vous êtes nul votre là, parce que l'heure que vous venez chez moi, vous savez bien que c'est 8h30. Vous ne devez pas venir chez moi à cette heure-là, j'ai des enfants, et vous me connaissez très bien. Et vous savez, moi je ne suis pas un criminel, je ne me casse pas, je suis là. Même si vous je pense que... Quoi c'est le problème que vous venez chez moi à cette heure-là? Mais c'est nul pour vous. Non. C'est légal. Non, vous savez, d'accord, c'est légal. Vous savez bien que j'ai mes enfants. On n'est pas là pour vous embêter plus que ça. Déjà, c'est fait. On fait au mieux pour faire la perquisition en heure et en temps. Et après, c'est pas le mien. On s'en va. C'est pas le mien, monsieur. Et après, on s'en va. Non, c'est pas le mien. Après 1h30 de perquisition, les gendarmes et les policiers quittent le domicile, en emmenant Youssouf avec eux. De leur côté, Johan et ses collègues de la PAF ont déjà appréhendé l'homme au faux permis et sont sur le chemin du retour. Les enquêteurs espèrent obtenir des aveux de l'un ou de l'autre des suspects pour enfin mettre un terme à ce trafic de faux permis qui dure depuis trop longtemps. Est-ce que vous avez obtenu votre permis de conduire français suite à un échange avec un permis de conduire sénégalais? Ouais. Je suis arrivé ici en 2003 en France et j'ai fait mes papiers pour ma nationalité. Et donc j'ai eu ma nationalité par mon père en 2005. D'accord. Après, à la préfecture, ils m'ont dit qu'il faut que vous reniez votre permis pour aller le français parce que sur le moment où vous avez votre nationalité, vous n'avez plus le droit de rouler avec votre permis. Le suspect confirme ce que les enquêteurs savent déjà. Il aurait acquis son permis de conduire en toute légalité. Mais derrière cette question anodine, ce qui intéresse David et Bertrand, c'est de savoir si Youssouf a bel et bien profité de ce système légal d'échange pour développer un réseau de faux permis. Car il le soupçonne d'avoir été en contact avec Boris, ce malfrat qui lui aurait acheté sur le parking de la gare un faux permis africain dans le but de l'échanger contre un vrai document français. Reste maintenant à savoir si ce nom dit quelque chose à Youssouf. Le 10 mai 2012, vous êtes vu dans le cadre d'une opération de surveillance de gendarmes à la gare de Cherbourg-Octeville. Là, vous entrez en contact avec... Non, c'est pas moi. Ce n'est pas vous. Le suspect nie tout contact avec le malfaiteur. Ce n'est pas lui qui aurait été présent sur le parking de la gare ce jour-là.
Alors, les enquêteurs vont tenter de le déstabiliser en lui laissant entendre qu'il dispose d'éléments suffisants pour prouver le contraire, car ils savent que c'est bien sa voiture qui a été aperçue sur le parking. Nous, on vous dit le 10 mai 2012, à la gare de Cherbourg, ici. Vous arrivez avec votre Peugeot de l'époque. C'est quand même ballot que le jour où il y a une surveillance sur à la gare de Cherbourg, il y a quelqu'un qui, exactement quelqu'un comme vous, qui est vu par les gendarmes et qui arrive au volant d'un véhicule Peugeot Break, et ce véhicule, il ressort à votre nom. Vous pouvez m'écouter, s'il vous plaît? Et moi, en plus, j'ai jamais eu une voiture Peugeot Break. Jamais. Vous pouvez vérifier, mais j'ai jamais eu une voiture Peugeot Break. Youssouf persiste à nier. Il affirme même que la voiture aperçue par les gendarmes ne lui appartenait pas. Et il semble être de bonne foi. Après une demi-heure d'audition, les enquêteurs s'interrogent. S'acharnerait-il sur un faux coupable? Se serait-il trompé? Alors, pour en avoir le cœur net, ils vont tenter le tout pour le tout avec un nouvel argument bien plus accablant. Car le suspect ignore que Boris, le malfrat aujourd'hui incarcéré pour vol, était placé sous surveillance téléphonique à l'époque de leur présumée rencontre sur le parking de la gare. Et l'examen des factures détaillées a révélé aux enquêteurs qu'il a bel et bien été en contact avec Youssouf à de nombreuses reprises. David et Bertrand ne le savent pas encore, mais ce nouvel élément va enfin leur permettre de trouver une faille dans la ligne de défense du mis en cause. Expliquez-moi comment il téléphone sur votre ligne fixe et vous calez un rendez-vous le lendemain, le 10 mai, à 11h à la gare. Les gendarmes qui surveillent à l'époque vous voient arriver au volant d'un véhicule qui vous appartient. Vous trouvez, ça fait un peu beaucoup. Non, mais oui, mais c'est possible que ça peut être ma voiture, oui, d'accord. Le suspect vient de lâcher une information essentielle. La voiture aurait peut-être été à lui, finalement. En revenant sur ses déclarations, il sait qu'il affaiblit sa défense, alors il tente de fournir une explication. Il y a plusieurs personnes qui dorment chez moi. Que je le prête ma voiture, il part où il veut et tout, donc, parce que je le fais confiance. Donc il y a des gens qui viennent chez moi, que je laisse tout le monde chez moi qui téléphone. Là, ce que vous sous-entendez, c'est quand il est presque 22h le soir à votre domicile, c'est quelqu'un qui utilise votre ligne fixe pour prendre rendez-vous avec pour le lendemain à 11h à la gare de Cherbourg. J'ai jamais des rendez-vous comme ça ou des rendez-vous de documents, jamais. Manifestement, Youssouf ne compte pas passer aux aveux. Il prétend que ce serait quelqu'un d'autre, chez lui, qui aurait répondu au téléphone, qui aurait pris rendez-vous avec Boris, qui aurait emprunté sa voiture pour se rendre au parking de la gare. Des arguments peu crédibles pour les enquêteurs. Alors ils décident de faire monter la pression d'un cran. Le juge d'instruction qui suit cette affaire-là, il a donc eu toute la possibilité et toute la facilité de rencontrer, et pour cause, puisqu'il est en prison. Et dans le cadre des vrais faux permis, il parle qu'il a eu ce faux permis par le biais d'un homme comme vous. S'il dit ça, c'est faux. C'est faux. C'est pas moi qui occupait les permis, c'est pas moi qui l'ai là. Est-ce que vous reconnaissez l'avoir en tout cas remis à ce permis-là, l'avoir remis, lui avoir donné? Je ne peux pas vous dire, franchement, je ne connais pas. Je connais pas. Non. Pourquoi ne pas le reconnaître? Pourquoi ne pas le reconnaître? Parce que je ne suis pas dedans. Rien n'y fait. Youssouf n'en dira pas plus. Alors, David va maintenant changer de tactique et l'interroger sur les deux autres suspects dans cette affaire. L'homme et la femme qui ont cherché à échanger à la préfecture de la Manche leur faux permis africain contre un vrai permis français. Youssouf les connaîtrait-il? Aurait-il joué un rôle dans l'obtention de leurs faux documents? Madame... Je connais pas.
Je n'ai jamais entendu parler de ça. Elle n'habite pas Paris, hein. Elle n'habite pas non plus à Marseille, elle habite dans la Manche. Mais je On ne peut connais pas pas. cette coïncidence. Je te jure, je ne connais pas. Également, cette jeune femme a obtenu un vrai faux permis de conduire. C'est l'enquête qui l'a déterminé, on vous le présente. Et vous la connaissez pas, non? Non, je ne la connaissais pas. Je n'ai jamais entendu de parler de ça. Le suspect campe sur ses positions. Il serait étranger à toute cette histoire. Les enquêteurs, eux, savent qu'ils n'ont aucun élément solide pour faire le lien entre Youssouf et la femme bénéficiaire d'un permis falsifié. Alors, ils vont abattre leur dernière carte en lui parlant cette fois de l'homme au faux permis. Et le dernier... Je te jure, je ne le connaissais pas. Youssouf ne semble pas vraiment décidé à collaborer avec les gendarmes. À l'entendre, il n'aurait rien à voir avec ces deux individus. Après une heure d'audition, David et Bertrand décident de suspendre l'interrogatoire. Mais avant cela, ils tentent d'impressionner leur interlocuteur une dernière fois en mettant en avant la gravité des faits. Vous avez bien, comment dire, pris conscience de ce que cette déclaration peut engendrer comme suite judiciaire, puisqu'on est dans le cadre d'une instruction. Et si vous en êtes l'auteur, distribuer des permis de conduire comme ça à tout va à des personnes qui sont pas détenteurs de l'examen, au niveau de c'est quand même une infraction grave. C'est bien. Des dangers ambulants sur la route. Je sais bien, mais c'est pas moi. Fin de l'audition. Les gendarmes espèrent que le suspect réfléchira davantage en cellule. Et ils comptent aussi sur le travail de leurs collègues policiers qui ont arrêté l'homme au faux permis. Car au même moment, un peu plus loin en ville, l'individu s'apprête à être entendu dans les locaux de la police de l'air et des frontières. Pour les enquêteurs, tout l'enjeu désormais est de savoir si cet homme aurait été fourni par Youssouf. Asseyez-vous. Et c'est Johan qui va mener l'interrogatoire. Une audition assez surréaliste, où le policier va découvrir comment combines et petits trafics entre la France et le Sénégal permettent d'obtenir des faux permis en toute facilité. Mais au départ, tout commence de façon banale. Alors vous avez déposé à la préfecture de Saint-Lô un permis de conduire sénégalais qui semblerait être faux. Moi, j'ai pas utilisé de faux. En présence de son avocate, l'homme nie avoir obtenu son permis de conduire de façon frauduleuse. Pour tenter de le coincer, Johan va chercher à savoir s'il connaît le principal suspect. Je vais vous demander si vous reconnaissez certaines personnes dessus. Le policier lui présente une planche photo où le portrait de Youssouf a été glissé au milieu d'autres visages. Aucune de ces personnes? Aucune réaction en apparence, alors l'enquêteur se montre plus explicite. Est-ce que vous connaissez un certain monsieur... Ici en France. Vous l'avez peut-être connu ailleurs, je sais pas. Bon, j'ai connu des noms, mais c'est des footballeurs sénégalais, des professionnels. Ni aveu, ni indice. L'audition piétine, mais Johan ne perd pas de vue son objectif. Découvrir comment cet homme s'est procuré son faux permis de conduire. Pour cela, il va changer de technique et questionner le suspect sur son pays d'origine. Il espère ainsi le pousser à admettre que son permis sénégalais est bien un faux. Est-ce que vous savez à partir de quel âge on peut passer son permis de conduire au Sénégal? Je sais pas. Alors, à quelle date et à quel âge avez-vous passé votre permis de conduire? Moi, j'ai pas passé le permis. Une affirmation qui sonne comme un aveu. La ruse de Johan a fonctionné. L'homme ne semble pas réaliser qu'il vient de reconnaître implicitement que son permis actuel est un faux. Confiant, l'enquêteur poursuit ses questions pour découvrir l'origine du document falsifié. Alors, comment avez-vous obtenu le permis de conduire établi à votre nom et que vous avez déposé en préfecture de... Moi, je ne pouvais pas passer mon permis ici. Je n'avais pas les moyens. Je peux envoyer de l'argent, je peux demander à ma famille qu'ils me fassent envoyer un permis. Ils m'ont dit qu'il faut que j'envoie la photocopie de ma pièce d'identité, les photos d'identité, et là sont 200 €. Il y a une dame qui fait le commerce entre le Sénégal et la France. L'homme aurait donc tout simplement acheté son faux permis grâce à sa famille qui vit en Afrique. Et tout cela pour 200 €.
bien loin des 1 500 € nécessaires pour passer l'examen en France. Et pour vous, obtenir un permis sans passer les épreuves théoriques et pratiques, d'accord, juste en payant, comme commander un vulgaire objet par correspondance, c'est une manière légale d'obtenir un tel document. Chez nous, tu as besoin de quelque chose. D'accord. Tu juste à payer, tu payes, tu donnes l'argent. Une déclaration qui stupéfie l'enquêteur, car le suspect ne semble pas prendre la mesure de ce qu'il raconte. Oui. L'homme n'a en effet jamais pris une seule leçon de conduite. Et si son échange de permis avait fonctionné, il aurait pu se retrouver au volant d'une voiture en France sans jamais être inquiété. Grâce à son témoignage, Johan vient en tout cas d'obtenir des informations essentielles pour l'enquête. Mais les gendarmes ont des doutes. Ils savent que Youssouf leur a menti sur sa voiture. Alors, aurait-il pu leur mentir également sur le reste? Pour aller plus loin, Patrick doit obtenir une prolongation de la garde à vue auprès du juge d'instruction. Direction donc, le palais de justice. Pendant 1 heure, derrière ses fenêtres, Youssouf va devoir répondre aux questions du magistrat. L'enquêteur, lui, va présenter au juge le peu d'éléments dont il dispose contre le suspect. Une plaque d'immatriculation, un témoignage, des écoutes téléphoniques et aussi un mensonge avéré dans les bureaux de la gendarmerie. À la sortie du palais de justice, Patrick est plutôt confiant. Le juge a prolongé les gardes à vue, parce qu'au vu des éléments qui ont été présentés et les déclarations du mis en cause, on a un paquet d'incohérences, il nie des évidences, donc il va falloir qu'il s'explique là-dessus. Donc le plus dur, c'est d'essayer de lui faire comprendre que dans son intérêt, il a intérêt de nous dire la vérité. Les enquêteurs ont obtenu 24 heures de plus pour faire avouer le suspect. Mais ils n'auront peut-être pas besoin de tout ce temps. Car depuis son passage chez le juge, Youssouf semble avoir perdu toute son assurance. De retour à la brigade, il va demander aux gendarmes d'appeler son avocate. Oui, monsieur de la gendarmerie. Auriez-vous la possibilité de revenir chez nous? Parce que vous voyez, monsieur est revenu devant le juge d'instruction et donc il souhaite vous faire des déclarations. D'accord, à tout de suite, merci, mais... Un quart d'heure plus tard, l'avocate est présente aux côtés de son client. L'audition peut désormais reprendre. À cet instant, les enquêteurs sont bien loin de se douter que Youssouf va se mettre à table. Donc, avez-vous des choses nouvelles à nous dire, notamment suite à votre présentation devant le juge d'instruction? Alors, dites-moi. Je suis intermédiaire. L'homme serait donc celui par qui les faux permis transitent. Manifestement, le suspect a décidé de coopérer en espérant obtenir la clémence de la justice. Grâce à son entretien chez le juge, il semble avoir pris conscience qu'il risquait gros dans cette affaire. Le faux et l'usage de faux pour un permis de conduire étant passible de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Du coup, Youssouf se montre de plus en plus bavard. Alors, dites-moi. Sur cette planche photo présentée par les enquêteurs, Youssouf va montrer sans hésiter l'homme à qui il a vendu un faux permis sur le parking de la gare de Cherbourg, le fameux Boris. Le numéro 3, oui. C'est la personne qui a fait les permis. Ça, c'est la personne qui a reçu les permis, c'est ça? Le suspect est enfin passé aux aveux. En revanche, face aux photos de l'homme et de la femme au faux permis, Youssouf ne réagit pas. Il ne les connaît pas. Mais le meilleur reste à venir, car le suspect va maintenant expliquer aux enquêteurs toute l'organisation de son trafic. Il m'a demandé ce qu'il faut. Je l'ai dit, je lui ai demandé le gars. Après, j'ai demandé le gars, il m'a dit, j'ai le papier qu'il faut. Il m'a demandé ce qu'il faut, ouais. Et je l'ai dit, ils m'ont donné à moi, et je l'ai donné le gars, je lui ai donné la personne, et il est parti d'affaire. Après 2 ou 3 mois, il est revenu. Ouais. Après 2 ou 3 mois, la personne est revenue avec les permis. D'accord. Ce serait donc par une connaissance dans son pays d'origine que Youssouf aurait fait faire des faux permis. Acheté 200 € en Afrique, le suspect les revendait en France pour quelques euros de plus. Et tu te souviens de la somme? Ouais, c'est 250 €. Sur chaque faux permis vendu,
Youssouf ne se faisait qu'une 50aine d'euros de commission, un montant bien faible comparé au risque encouru. Pour les enquêteurs, l'organigramme du réseau commence à prendre forme. Un schéma où Youssouf apparaîtrait en bas de l'échelle. Alors, David et Bertrand vont essayer d'en savoir plus, notamment sur les échelons supérieurs. Sur les modes opératoires en Afrique. Et là-bas, comment ça se passe? Est-ce que vous savez? Oui, voilà, au niveau, est-ce qu'il y a... Est-ce que c'est des recels de permis? Est-ce que ce sont des gens qui vendent leurs permis aux plus offrants? Ou alors est-ce que c'est une complicité directement au service des transports? En simple intermédiaire, Youssouf ne maîtrise pas tous les tenants et les aboutissants de cette structure pyramidale aux ramifications multiples. Tout juste évoque-t-il des complices potentiels au sein de l'administration locale de son pays d'origine. L'audition se termine, les enquêteurs ont enfin obtenu des aveux. Vous voyez autre chose, non? Non, par rapport à tout ça qui vous tracasse? Ouais. C'est ça l'histoire, c'est ça. C'est déjà beaucoup, hein? C'est ça. Youssouf aurait donc vu dans ce trafic un moyen de se faire un peu d'argent facilement. Mais ce père de famille sans histoire a désormais peur de ce qu'il attend. Alors, Patrick et Philippe, le chef de la PAF, rejoignent le suspect pour lui faire comprendre qu'il a agi dans son intérêt. Ils savent désormais qu'il n'a eu qu'un rôle secondaire dans l'affaire et que ses aveux pourront jouer en sa faveur devant un tribunal. En tout cas, je vais te dire une chose, je te félicite, parce que c'est important. Pour toi, et dans la vie, on est tous susceptibles de faire des conneries. Comme j'ai dit, une faute avouée, c'est une faute à moitié pardonnée. Voilà, l'important, et par rapport à ce que tu nous dis aujourd'hui, c'est cohérent. On a vu de mes enfants, j'ai dit ça pour ça. Et je te crois. On te croit. Là, c'est pas cohérent. Mais je me doute. Non seulement t'as rien gagné, puis t'as gagné quoi? Le seul truc que t'as gagné, c'est une garde à vue. En larmes, Youssouf sera présenté au juge d'instruction dès la fin de son audition. Pour Patrick, c'est une partie du dossier qui se referme. Il a fini par comprendre que c'était intenable, donc il nous a expliqué ce qui s'était véritablement passé. Donc voilà, on a scié la branche là où il fallait. Donc bah oui, ça reste positif. Il reste à l'acter maintenant, mais sur la finalité, c'est intéressant, quoi. Aussi bien pour nous que pour les camarades de la PAF qui sont spécialisés en la matière. Dans cette affaire, Youssouf a été mis en examen pour procuration frauduleuse de documents administratifs. Pour les faits qui lui sont reprochés, il risque 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.